Corbeaux. Chapitre 29. L'enfant du pont des Corbeaux. Hugo, vendredi 7 décembre 1945. Nous avions profité de nos familles respectives pendant 3 jours avant de repartir vers Genève. Ma famille savoyarde était même venue déjeuner avec nous au chalet du chemin de la Floria avant de reprendre la direction de Cluse. Ma mère et Ingrid étaient également là, mais avaient voyagé avec nous jusqu'à Genève avant de reprendre leur train pour Munich le 14 septembre. Maman avait prévu de revenir dès que le bébé serait né et passerait Noël avec nous à la maison. Nous avions repris notre routine quotidienne et le temps avait passé très vite. Nous étions déjà en décembre. Nos soirées en amoureux me faisaient énormément de bien, car j'avais de quoi faire au travail. La Croix-Rouge internationale, dans cette immédiate après-guerre, devait en effet faire face à de nombreux défis. Je m'en ouvrais souvent le soir à mon adorable femme. C'était l'objet de discussions passionnantes entre nous deux. C'est encore le cas en cette soirée de début décembre. Lucie était allongée sur le confortable canapé Chesterfield du salon, la tête sur mes cuisses. Je ne comprends pas toutes ces critiques sur le comité international de la Croix-Rouge. Depuis un certain temps, aimait-elle. Je fais partie de ces gens secourus par la Croix-Rouge, et je pourrais en témoigner, comme toutes mes camarades qui ont quitté Ravensbrück en même temps que moi. C'est évident pour nous, chérie, parce que nous avons été partie prenante dans ces actions de secours. En l'occurrence, en ce qui te concerne, nous le devons à la Croix-Rouge suédoise, membre de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. Quelle différence avec le CICR ? Demande ma jolie femme. La LSCR a été créée en 1919 et rassemblait au départ les sociétés de la Croix-Rouge des pays victorieux sous la direction de la Croix-Rouge américaine pour promouvoir la coopération entre les différentes organisations humanitaires. Le CICR, quant à lui, est une organisation suisse qui intervient exclusivement en situation de conflit et veille à ce que le droit international humanitaire soit appliqué par les différentes parties de ce conflit. Les deux organisations sont censées travailler en étroite collaboration pour répondre de manière concertée, efficace et rapide aux besoins humanitaires engendrés par les guerres ou les catastrophes naturelles. Ça a souvent été le cas, mais il y a eu aussi des tensions. La LSCR remettait en question la direction du mouvement de la Croix-Rouge par le CICR et avait proposé une approche différente de l'humanitaire, avec des principes considérés comme modernes, tels que la scientificité, la responsabilité et l'efficacité. Donc, corrige-moi si je me trompe, intervient ma Lucie. La LSCR promeut des valeurs humanitaires, tout comme le CICR, et organise des secours en cas de catastrophe ou de conflit armé, et peut-être aussi pour aider les populations en difficulté en ce qui concerne la santé. Mais c'est ce que fait aussi le CICR. À part le fait qu'il est suisse et que la LSCR rassemble des sociétés Croix-Rouge de différents pays, je ne vois pas bien la différence. Mon cœur, la plupart des gens font l'amalgame entre les deux. Mais tu as mis le doigt sur un élément essentiel. Le CICR est certes d'origine suisse, mais il est neutre et se veut impartial et indépendant. Il a une mission exclusivement humanitaire qui est de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et de troubles internes, et de diminuer les souffrances des victimes de ces violences, sans distinction d'appartenance politique, ethnique, religieuse ou sociale. Le CICR est à l'origine de la LSCR et dirige et coordonne les activités internationales de cette dernière dans les conflits armés et autres situations de violence. Lucie voit mieux la nuance, mais continue à se questionner sur les critiques dont le comité fait l'objet, en dépit des actions de secours sans précédent dont il avait pris l'initiative pour apporter protection et assistance aux victimes du conflit, en dépit du prix Nobel de la paix qui lui avait été attribué pour la seconde fois en 1944. Il a été efficace auprès des prisonniers de guerre et des populations civiles sur le front occidental, Lucie. Mais on lui reproche le sort des prisonniers de guerre soviétiques, dont 3 millions sont morts en captivité. La raison est simple. Le CICR n'avait pas accès aux prisonniers russes, pas plus qu'aux Allemands détenus en Union soviétique, car ce dernier pays n'est pas signataire de la Convention de Genève de 1929 sur les prisonniers de guerre. J'ai lu aussi qu'il n'a quasiment rien pu entreprendre non plus
pour protéger les résistants et les partisans tombés en main allemande et déportés, ou ceux tombés entre les mains des Italiens ou des Japonais. On lui reproche surtout son silence face aux persécutions raciales et au génocide des Juifs. Certes, les critiques les plus virulentes sont émises par l'Union soviétique, mais les États-Unis sont à peine plus indulgents. Je conviens que le Comité international de la Croix-Rouge fait face à de nombreuses critiques depuis que les armes se sont tues. J'argue que tous ces échecs étaient enregistrés dans des domaines où le CICR n'avait pas de compétences juridiques. Mais cela ne l'exonérait pas de la responsabilité morale liée à son droit d'initiative humanitaire. Vois-tu, mon amour, le comité bénéficie d'autant moins d'indulgence que les vainqueurs l'englobent dans la réprobation qu'ils vouent à la politique de neutralité suisse, jugée trop complaisante envers l'Allemagne nazie. L'hostilité à son égard a été renforcée par ses premières actions, en l'occurrence, s'efforcer de secourir les prisonniers de guerre allemands et les populations civiles déplacées en masse des territoires européens libérés. Cela faisait partie de ses missions, pourtant, puisque, comme tu l'as dit, son rôle est de diminuer les souffrances des victimes de ces violences, sans distinction d'appartenance politique, ethnique, religieuse ou sociale. Je souris, tant nous sommes en accord à ce sujet. Je reconnais là ma Lucie, pleine d'empathie envers les gens qui souffrent, quelle que soit leur origine. Tout en répondant à ces questions, je joue avec des boucles des cheveux blonds de l'amour de ma vie, pendant qu'elle caresse machinalement son ventre rebondi. Enfin, ce qui n'arrange rien, poursuis-je, c'est qu'outre le fait que le CICR a été établi en droit civil suisse à l'initiative de citoyens genevois, ces cadres se recrutent dans l'establishment helvétique. J'explique donc que de ce fait, l'institution se retrouve dans une position de faiblesse. Elle doit désormais aussi définir ses rapports avec la nouvelle organisation internationale instaurée par les vainqueurs, l'ONU, créée depuis le 24 octobre, destinée à remplacer la SDN. Or, dès l'entre-deux-guerres, elle avait été confrontée de plus en plus souvent à des conflits internes, avec un nombre croissant de victimes civiles. Les bases juridiques nécessaires lui faisaient défaut, et malgré tous ces efforts pour que les gouvernements adoptent de nouvelles lois visant à protéger les civils, ce vide juridique avait eu des conséquences catastrophiques après 1939, et j'en fais part à ma jeune épouse. Une de mes missions est de vérifier dans la jurisprudence et les sciences humaines auxquelles se rattache le comité de Genève les différents textes et concepts sur lesquels il pourrait s'appuyer. Il est en effet difficile de situer le CICR sur l'échiquier des relations internationales. J'en précise les raisons à Lucie. Le CICR, avec son statut d'organisation humanitaire privée, ne peut être considéré comme une organisation internationale puisqu'il n'a pas été constitué par les États et puisque ceux-ci ne sont pas représentés en son sein. Mais, au vu des fonctions qui sont les siennes et qui découlent directement des conventions de Genève, il n'est pas envisageable de le voir comme une organisation non gouvernementale. Enfin, il n'est pas membre de la grande famille des Nations Unies. Le CICR se définit lui-même comme une institution sui generis, ce qui ne veut rien dire, au-delà de la prétention à n'appartenir à aucune catégorie préétablie. J'ai bien l'impression que pour les Nations Unies, c'est tout aussi ambigu, rétorque ma jolie blonde. Rien que le terme Nations Unies désigne aussi bien l'organisation elle-même en tant que personne morale, ses organes et son secrétariat, que l'ensemble des États membres. Je ris franchement en entendant sa répartie, avant de relater à mon interlocutrice favorite ce qui me préoccupe désormais sur ce sujet. Quelles vont être les relations entre le CICR et les Nations Unies, destinées à remplacer la Société des Nations? Il me semble logique d'aborder cette question à la lumière des relations passées du comité avec la SDN moribonde. En 1919, on émergeait de 4 années de massacres, de cauchemars, et l'émergence d'une nouvelle organisation des rapports internationaux destinée à prévenir le retour d'une telle hécatombe était bienvenue. D'ailleurs, le CICR avait immédiatement fait appel au concours de la nouvelle organisation pour régler la question du rapatriement des prisonniers de guerre, que l'on comptait alors par centaines de milliers, d'un bout à l'autre de l'Europe et jusqu'en Sibérie, puis pour l'accueil des réfugiés russes. Le CICR et la SDN s'étaient répartis les tâches. Le siège du CICR et ses délégués, forts de leur expertise en matière humanitaire et de leur présence sur le terrain, étaient en charge de l'exécution des mesures de rapatriement. Alors que la SDN, du fait de son caractère intergouvernemental, menait les négociations politiques avec les gouvernements
coordonnait le travail des autres organisations humanitaires et établissait les plans de collecte de fonds. Cependant, il était vite devenu évident que les principes de neutralité et d'impartialité de la Croix-Rouge s'opposaient au mécanisme de la sécurité collective, qui constituait l'essence même de la Société des Nations. Des obstacles étaient apparus dès la première tentative qu'avait fait la SDN pour appliquer des sanctions à l'encontre d'un État en rupture de pacte. En l'occurrence, lors de la guerre italo-éthiopienne de 1935-1936. « Pourquoi ?» demande Lucie. « Je crois que j'ai dû faire l'impasse sur ce qui s'est passé à l'époque. » « Normal, Sternchen. Tu n'avais que 14 ans à l'époque, et je suppose que la politique ne t'intéressait pas vraiment. »« Très juste, mon cœur. Je m'en moquais comme d'une guigne. » Je raconte alors que ce conflit avait été marqué par l'usage de gaz de combat et des bombardements d'hôpitaux de la Croix-Rouge. Le gouvernement éthiopien et la presse internationale avaient dénoncé ces agissements de l'aviation italienne. En outre, un chirurgien délégué du CICR sur place, et donc témoin des faits, avait transmis un rapport à Genève. S'en était suivi un conflit politico-diplomatique entre l'institution humanitaire, la Société des Nations, l'Italie fasciste et l'Éthiopie. La SDN avait demandé au CICR de lui communiquer les informations en sa possession, dont les fameux rapports de son délégué, preuve des violations des lois et coutumes de la guerre imputables à l'aviation italienne. Mais arguant de sa position de neutralité et d'impartialité, le CICR avait refusé, provoquant l'incompréhension de la SDN et l'indignation d'une partie de l'opinion. Il avait fallu attendre le mois de mai 1936, une fois la guerre finie, pour que son président, Max Huber, réponde aux critiques sur la discrétion de l'institution dans un article publié dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, dans lequel il rappelait longuement les principes généraux qui devaient guider l'action du CICR. Donc, les relations entre le CICR et la Société des Nations, qui étaient cordiales au départ, se terminaient dans la douleur et les récriminations. Maintenant, chérie, tu imagines bien que le souvenir de ces relations avec la SDN pèse sur l'attitude du CICR face à la nouvelle organisation des Nations Unies, déclarai-je. D'autant que le CICR est encore dirigé par des personnalités qui étaient déjà à la tête de l'institution à l'époque de la guerre d'Éthiopie. En outre, le CICR, comme la Suisse, perçoit la nouvelle organisation comme l'alliance des vainqueurs. Et cette perception est confortée par le fait que les Allemands seraient exclus des programmes de secours de la nouvelle organisation, alors même que la situation de l'Allemagne vaincue est aussi catastrophique que celle des anciens pays occupés. « Je vois, » réagit Lucie. L'opposition entre les principes de neutralité et d'impartialité de la Croix-Rouge et les mécanismes de la sécurité collective prévus dans la Charte des Nations Unies est aussi importante qu'avec le pacte de la Société des Nations. Je dirais même plus importante, précisai-je. Donc la situation du CICR est préoccupante. D'autant plus que dans l'entre-deux-guerres, plusieurs nouvelles organisations humanitaires internationales, certaines privées, d'autres à caractère hybride, recevant des fonds publics et privés, et d'autres encore gouvernementales, ont émergé. En outre, il semble que les États-Unis et l'Union soviétique ont le comité dans leur collimateur. J'avais été témoin de certaines actions de la Croix-Rouge lorsque j'œuvrais pour Schellenberg. J'avais lu depuis, dans les rapports du comité sur lesquels je travaillais, comment la situation avait été gérée du côté des Alliés vis-à-vis de cet organisme. Ces derniers avaient certes multiplié les appels au CICR pendant la dernière année de la guerre, mais ils avaient continué à refuser toute aide alimentaire ou financière nécessaire au comité. Je savais pertinemment comment Hitler avait abandonné les prisonniers de guerre, notamment les quelques 78 000 prisonniers de guerre anglo-saxons qui avaient été transférés de l'Est vers les environs de Berlin, victimes de poux et souvent de dysenterie, et ce, malgré les conventions de Genève qu'il avait jusqu'à présent respectées dans l'ensemble. C'était Goebbels qui avait envisagé de faire appel au CICR. J'avais découvert qu'au début 1945, le War Refugee Board, mis en place par Roosevelt l'année précédente pour se porter au secours des réfugiés et des détenus civils, s'était avoué impuissant et avait reconnu que la Croix-Rouge internationale était le seul moyen de contact direct avec les camps. Et c'était de Suisse que les opérations pouvaient être le mieux dirigées. Bref, les Allemands comme les Alliés avaient déclaré forfait, annonçai-je d'un air désabusé. Ils s'étaient défaussés de leurs responsabilités et s'en étaient remis à la Croix-Rouge, seule en première ligne.
Tous les secours reposaient sur ses épaules. On lui demandait de prendre en charge des prisonniers de guerre alliés, de ravitailler les détenus des camps de concentration, d'empêcher que les uns comme les autres ne soient exécutés, de secourir et de protéger les prisonniers lancés sur les routes du Reich. Mais pour répondre, même très partiellement, aux attentes des Alliés et des Allemands, il fallait un financement important, des approvisionnements massifs et des moyens de transport lourds et sécurisés, ainsi que l'accès aux camps de concentration. Je vois ce que tu vas me dire. Ils n'ont pas bougé le petit doigt. C'est ça. S'enquiert le trésor de ma vie en se redressant légèrement. Disons que ces besoins impératifs ont été reconnus dès le début 1944 et le Congrès juif mondial avait demandé au War Refugee Board un soutien massif pour le CICR, tel des navires pour transporter des approvisionnements vers les camps d'internement, un assouplissement du blocus allié des colis d'alimentation vers les camps de travail et des fonds. Mais les alliés anglo-saxons se préoccupaient plus du sort de leurs prisonniers de guerre. Toutefois, tous, alliés comme Congrès juif mondial, craignaient que les nazis, pris de folie furieuse avant la défaite totale, ne laissent mourir de faim ou n'exterminent les prisonniers de guerre britanniques ou américains, ainsi que les juifs. Mais j'ai retrouvé une note de juin 1944 qui montre que le CICR était pleinement conscient de l'imminence d'un désastre. Mais le blocus décrété par les Alliés était resté en place, empêchant les transferts de devises destinés à financer les opérations de sauvetage et l'arrivée de vivres des pays d'outre-mer qui auraient pu permettre d'entreprendre une action de secours général dans les camps de concentration. Les approvisionnements n'étaient arrivés qu'à la fin de l'année. « C'est horrible !» s'exclame Lucie. La politique alliée demandait au CICR de ravitailler les détenus civils des camps de concentration, mais lui refusait toute aide. Je lui révèle qu'Eisenhower lui-même s'était conformé à la politique que les Alliés avaient toujours poursuivie, du sauvetage par la victoire, c'est-à-dire la défaite de Hitler et la destruction du système nazi. Un sauvetage des détenus des camps était, selon eux, irréaliste et risquait de freiner l'effort de guerre. Pourtant, malgré cette carence coupable, le CICR de Genève et la Croix-Rouge de Suède ont obtenu quelques résultats, ajoutai-je. Nous le savons tous les deux mieux que quiconque. Ces résultats auraient certainement été très supérieurs s'ils avaient bénéficié d'un puissant soutien logistique des Alliés. Pour toutes ces raisons, je déclare parfaitement comprendre pourquoi, en cette fin 1945, le CICR voit avec méfiance l'émergence de la nouvelle organisation. On est loin de l'enthousiasme avec lequel le CICR de 1919 avait salué la création de la Société des Nations. Le comité se soucie de préserver son indépendance par rapport à la nouvelle organisation, indiquai-je. Les Nations Unies sont largement dominées par les États-Unis, qui lui reprochent son attitude vis-à-vis de l'Allemagne nazie. Quant à l'Union soviétique, elle fait preuve d'un ostracisme à l'égard du CICR qui dure maintenant depuis 1943, et je ne serais pas étonnée qu'elle veuille sa perte. Lucie me regarde inquiète et change de position pour s'asseoir à côté de moi et poser sa tête sur mon épaule. J'ai bien remarqué son air préoccupé, et je la rassure aussitôt. « Sois tranquille, chérie. Cette situation est compliquée pour le CICR, mais en ce qui me concerne, tout va bien. Le travail ne manque pas avec le rapport sur l'activité du comité pendant la guerre. Qui plus est, il va falloir réviser les conventions de Genève existantes, notamment en ce qui concerne la protection des civils en temps de guerre. Ce sera un travail passionnant pour un juriste, crois-moi. » Ma jolie femme ne demande qu'à me croire, et voit bien que je m'épanouis dans ce travail. De temps en temps, elle vient m'attendre à la sortie de l'hôtel Métropole, siège du comité depuis juin 1942, quai du général Guisan, surtout lorsqu'elle va faire quelques courses rue du Rhône, à quelques minutes de marche, ou lorsqu'elle va se promener au bord du lac ou au jardin anglais, situé juste en face de l'hôtel. À l'origine, l'établissement d'architecture néoclassique était destiné au tourisme de l'aristocratie, mais avait ensuite accueilli des diplomates et des hommes politiques avant d'être acheté par la ville de Genève pour y loger le CICR. Ces derniers jours, elle est restée tranquille. Je devine que la grossesse y est pour quelque chose. Hugo, jeudi 13 décembre 1945. En ce soir de la Sainte-Lucie, ma femme a allumé de nombreuses bougies un peu partout. Elle m'explique qu'elle a appris en Suède que la fête de sa sainte patronne était une des plus importantes du pays.
Au cœur de l'hiver suédois et de ses nuits interminables, cette fête réchauffe le cœur des habitants et illumine les rues. Sainte Lucie est vénérée dans une cérémonie où une fille élue Lucia marche devant une procession de femmes, toutes parées de blanc, avec une ceinture de tissu rouge et portant une bougie à la main, tandis que la Lucia porte en plus sur la tête une couronne de bougies. Les femmes chantent une chanson sur la Sainte en entrant dans l'église. À la fin de la chanson, la procession poursuit avec des chants de Noël ou d'autres chants sur Lucia. Je suis certaine que tu connais la mélodie, lance-t-elle, car c'est celle d'une chanson napolitaine, Santa Lucia. Mais la version scandinave parle de la lumière avec laquelle Lucia vainc le noir. Elle se met à chanter la dite chanson, mais en italien. Je reconnais en effet la mélodie et me mets au piano pour l'accompagner. Cela nous arrive quelquefois de nous faire des concerts improvisés. Nous en avions fait lorsque ma mère et Ingrid étaient venues pour le mariage. Lorsqu'elle arrête de chanter, je me moque gentiment d'elle, qui en plus des coutumes allemandes pour Noël, y ajoute celles issues de Suède. Elle avait en effet confectionné une Adventkranz avec des branches de sapin symbolisant la vie éternelle et ses 4 bougies, couronnes qui trônent sur la table de la salle à manger. Elle avait scrupuleusement respecté la tradition qui veut qu'on allume la première bougie de la couronne de l'Avent, symbolisant le pardon, la miséricorde divine et la promesse d'une nouvelle vie, le premier dimanche de l'Avent qui tombait cette année le 2 décembre. Ce jour-là, toujours pour respecter la tradition, nous avions aussi installé le sapin dans un coin du salon. La deuxième bougie, représentant la confiance absolue en Dieu, la foi inébranlable, avait donc été allumée le 9. Je m'amuse de l'enthousiasme de ma jeune épouse. Il ne restait plus que la 3e bougie, symbolisant la joie de l'annonce de la naissance du Christ, de la rencontre avec Dieu et d'être aimé par lui, et la 4e et dernière, symbolisant la paix intérieure et la paix dans le monde, l'espérance d'un monde meilleur où le bien triomphera du mal. Entre deux, il y avait eu le Nikolaustag, et j'avais parlé à Lucie de la tradition allemande de la Saint-Nicolas et du personnage indissociable du saint Knecht Ruprecht, que ma chérie avait vite identifié au père Fouettard. En fait, elle connaissait très bien cette fête et les légendes autour du saint, puisqu'il est fêté en Valais, dont Valorcine est si proche. Je lui avais raconté l'ambiance toute particulière qui régnait avant-guerre pendant cette période dans la capitale de la Bavière, chaleureuse, conviviale et festive, avec le marché de Noël sur et tout autour de la Marienplatz au cœur de la ville. Sur ces stands, on trouvait tout ce qu'il faut pour décorer le sapin et la maison, pour construire et aménager la crèche, le glühwein que les gens buvaient pour se réchauffer, les biscuits de Noël préparés en famille, les chants dans les églises. Elle m'avait donc sollicité pour fabriquer des biscuits de Noël le second dimanche. En ce jour de la Sainte-Lucie, elle a fait fabriquer des lussekat, des petites brioches dégustées avec du beurre, du sucre et un peu de safran en Suède jusqu'à Noël, le plus souvent accompagné de thé. Mon amour, tu es en train de te germaniser à grande vitesse, ironisai-je en la voyant commencer à installer sur la table tout ce qu'il fallait pour notre dîner, qui de plus en plus ressemble à un Abendbrot. En réalité, elle alterne les repas typiquement français avec quelques pas bavarois que je lui ai fait connaître. Mais l'Allemagne prend souvent le dessus le soir, avec ses tartines de pain blanc ou noir, garnies de charcuterie et de fromage, accompagnées de salades de pommes de terre ou de crudités. Cependant, la charcuterie et le fromage sont généralement savoyards. Tu sais, je trouve que la cuisine de ta Bavière natale n'est pas si éloignée de celle des Alpes françaises ou suisses. En tout cas, moi, j'aime bien le Leberkäse et le Schweinebraten. Compte sur moi pour te faire souvent un Apfelstrudel, mon chéri, parce que j'adore ça. Mais tu as dû remarquer que ma région s'invite souvent à notre table. Ça ne me dérange pas du tout. J'y suis habituée puisque c'est aussi la région d'origine de ma mère. Donc elle peut s'inviter autant qu'elle veut, répliquai-je en l'enlaçant pour l'embrasser dans le cou. Je la sens se raidir brusquement et se tenir le ventre à 2 mains. Cette sensation dure une 30aine de secondes. Puis, je la sens moins crispée. Que se passe-t-il, Sternchen ? Rien de grave, mon amour. Juste une contraction. Mais elle est passée. Tu devrais t'asseoir. Je m'occupe d'amener le reste sur la table. Repose-toi. Hugo, chéri, tout va bien. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et à chaque fois, ça passe. Je fronce les sourcils en entendant cet aveu.
Comment ça, ce n'est pas la première fois? Et tu ne m'as rien dit? M'exclamai-je d'un air affolé. Je ne voulais pas t'alarmer, surtout quand je vois à quel point tu t'inquiètes, là, tout de suite, dit-elle avec un petit sourire. Je te connais. Tu aurais passé plus de temps à me téléphoner toutes les heures pour savoir si tout va bien qu'à faire ton travail au bureau. Exactement, parce que je t'aime plus que tout et que je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, m'écriai-je soudain devenu fébrile. Depuis que la grossesse de Lucie approche du terme, je suis en effet de plus en plus anxieux. Si j'ai tout anticipé au niveau matériel, il y a une chose que je ne peux pas maîtriser, l'accouchement. J'y pense de plus en plus souvent et cela me terrifie. La même question revient sans cesse me harceler, la nuit, quand Lucie est endormie tout contre moi. Et si l'accouchement se passait mal? Je ne veux pas qu'elle souffre, et je me dis que je serais impuissant face au moindre incident. J'avais insisté pour que ma précieuse épouse accouche en milieu hospitalier, mais Lucie avait argué que si elle accouchait à la maternité, je ne pourrais pas être à ses côtés, et elle m'avait rappelé que nous ne voulions ni l'un ni l'autre être séparés. J'avais cédé, sans être très rassurée. L'accouchement cristallise vraiment mes peurs, et Lucie s'en est vite aperçue, et en a beaucoup parlé avec moi. C'est ce qu'elle fait encore ce soir. Selon elle, ma seule présence sera déjà un réconfort. Lui tenir la main, lui dire que je l'aime, la détournera de la douleur. Elle me rappelle que lorsqu'elle était à Ravensbrück, il lui suffisait de penser à moi, au bon moment que nous avions passé ensemble, pour que la douleur physique ou morale s'atténue. Me visualiser était toujours apaisant, donc ma présence l'est encore plus selon elle. Elle m'assure que mon rôle sera très important, rien qu'en étant près d'elle, et cela amortit mon angoisse de futur père. Mon amour, quand ce seront de vraies contractions, même si tu es au travail, je t'appellerai afin que tu sois là à temps. Et bien sûr, je préviendrai la sage-femme qui me suit. Et puis en cas de problème, nous sommes à 800 mètres de la maternité. Le petit air goguenard de Lucie ne m'échappe pas. C'est ça, moque-toi. Je ne supporterai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, à toi ou au bébé. Tout ira bien, chérie, assure-t-elle redevenue sérieuse. Tu te rends compte que notre bébé en a déjà vu beaucoup? Il a été conçu dans un camp de concentration en Allemagne, où il a grandi dans mon ventre pendant 1 mois. Il a passé quelques heures au Danemark. J'ai découvert son existence en Suède, où il a continué sa croissance pendant plus de 2 mois, avant de rejoindre la France en avion, et l'a traversée en train avant de se retrouver en Savoie, où il a enfin entendu la voix de son père. Et maintenant, il est en Suisse. Ce n'est tout de même pas le passage du col de mon utérus qui va l'effrayer. Je la regarde éberluée avant d'éclater de rire. Elle décrit notre bébé comme un petit être déjà combatif. Il est vrai qu'il a de qui tenir avec des résistants des deux côtés. D'ailleurs, de quelle nationalité sera-t-il, ajoute-t-elle? Eh bien, en Suisse, c'est uniquement le droit du sang qui s'applique, comme dans la plupart des pays de tradition juridique germanique, alors que la France applique aussi le droit du sol. Donc, notre enfant ne sera pas suisse automatiquement. Il sera français et allemand. Il ne pourrait devenir suisse que si l'un d'entre nous est naturalisé, et pour cela, il y a des conditions, dont la première est de résider en Suisse depuis des années. « Tu as l'intention de devenir suisse, mon cœur ?» demande-t-elle. « Pas spécialement. Je suis attachée à mes racines françaises et allemandes. Si j'ai choisi la Suisse, c'est pour ne pas t'éloigner de ta famille, et aussi parce qu'étant allemand, je voulais t'éviter d'être stigmatisée. Mais j'avoue que j'aimerais te faire connaître la Bavière. Cependant, il faudra attendre un peu que la situation en Allemagne s'améliore. » Lucie saisit ma main et entrelace ses doigts avec les miens. Nous évoquons souvent la situation de mon pays, et ma jeune femme est consciente que la Bavière me manque quelquefois. Il y a ma mère et ma sœur, des amis aussi, comme mon mentor, Joseph Müller ou Gustave. Ce dernier avait été fait prisonnier en août. Je m'étais inquiétée et m'étais renseignée sur son sort depuis que je travaille au CICR. La Convention de Genève stipulait que les médecins étaient des non-combattants et que, lorsqu'ils étaient prisonniers, ils devaient être rendus, sauf un effectif minimum destiné à assurer les soins des combattants devenus prisonniers, à savoir un effectif estimé à environ 1 médecin pour 1000 prisonniers. Aux dernières nouvelles, Gustave était toujours en France. Or, le gouvernement français considérait que la Convention de Genève ne pouvait s'appliquer dans la mesure où, de ce point de vue, elle ne s'appliquait qu'entre États
et l'État allemand avait juridiquement cessé d'exister. Cependant, la France s'était tout de même engagée à respecter les clauses de la Convention, en signe de bonne volonté. En réalité, d'un point de vue juridique, la Convention de Genève demeurait valable, car la Suisse, pays neutre, pouvait se substituer à l'Allemagne dans son rôle de puissance protectrice. Le Comité international de la Croix-Rouge l'avait rappelé au gouvernement français, en août 1945. À cet égard, il avait aussi rappelé qu'à la fin de la guerre, les autorités du Reich avaient accepté de reconnaître la Suisse comme puissance protectrice des prisonniers de guerre français, les Allemands se refusant à reconnaître le gouvernement provisoire de la France. J'avais pu savoir que mon ami avait été envoyé au camp de Novelle, à côté d'Annecy. Ce camp avait compté jusqu'à 6000 prisonniers, mais en réalité, désormais, il n'y en avait plus qu'un millier sur place, puisque les prisonniers, dans leur grande majorité, avaient été affectés dans diverses entreprises du département. À ma demande, Zion était allé voir sur place dans quelles conditions vivaient les prisonniers. Il lui avait donc raconté, lorsqu'il était venu faire son rapport à Genève, accompagné de Mathilde, que le camp était gardé par des tirailleurs marocains du 5e RTM, qui avaient décoré les guérites dans le style de leur pays. Les barbelés étaient selon lui plus que symboliques, et les quelques rares prisonniers qui parvenaient à s'évader, sans aucune difficulté puisqu'ils travaillaient en ville, étaient rapidement repris à la frontière suisse. En ce qui concernait les conditions de détention au camp, les prisonniers étaient hébergés majoritairement dans des baraques adrianes, en bois, et d'autres dans quelques constructions en dur. Ils cultivaient leur potager pour améliorer l'ordinaire, en raison des restrictions. La popote clandestine était souvent plus nourrissante que la cuisine officielle, les prisonniers rapportant parfois quelques nourritures récupérées lors de leur travail en ville, malgré les restrictions. Selon le frère de Lucie, les hommes détenus à Novelle étaient loin d'être malheureux, et avaient même en général de bons contacts avec la population. Apparemment, ce camp de Novelle était assez unique en son genre. Il était en quelque sorte un camp modèle. Je m'étais dit que finalement Gustave avait eu de la chance d'être envoyé là-bas, d'autant qu'il devrait être libéré pendant le premier trimestre 1946. Ce 13 décembre, nous avions aussi reçu des nouvelles de ma mère. J'avais décacheté l'enveloppe après notre dîner. Nous prenions toujours connaissance des courriers de Bavière ensemble. Cette fois, elle donnait des nouvelles de Joseph Müller, rentré à Munich depuis un petit moment, mais qu'elle n'avait revu que récemment au cours d'un dîner organisé par son amie Maria. Horsensepp avait raconté son dernier fait d'armes militaires. À son retour en Allemagne, il avait obtenu la libération de 3 convois de prisonniers allemands qui devaient être déportés en URSS, en pariant avec un diplomate soviétique qu'il tiendrait mieux l'alcool que lui. Et il avait gagné. L'anecdote amuse beaucoup Lucie. Lucie, vendredi 14 décembre 1945. Ce vendredi de mi-décembre, je me lève, comme d'habitude, en mettant Hugo, afin de prendre le petit déjeuner avec lui, bien qu'il ait insisté pour que je reste au lit et me repose. Mais il a renoncé à me faire entendre raison. Il m'a quitté à regret pour aller au travail, après une dernière étreinte. Après son départ, je vaque à mes occupations habituelles. Bien qu'en fin de grossesse, je suis en pleine forme, même si je me fatigue un peu plus vite. Je sens moins le bébé bouger, mais somme toute, c'est tout à fait normal, car je suis à une semaine de mon terme, et il a moins de place. Vers 9 heures, je songe à m'installer quelques instants dans le canapé. Mais avant d'y arriver, je sens un liquide tiède couler le long de mes cuisses. Je viens de perdre les os. Et tout de suite après, une contraction, légère, comme une douleur de règle, suivie d'autres du même genre, mais à intervalles irréguliers. Mais vers 11 heures, elles deviennent plus fortes, plus régulières, revenant toutes les 5 minutes, et d'une durée supérieure à 30 secondes. Je surveille ces contractions, les chronométrant pendant un bon moment. Puis je m'allonge sur le canapé, non sans l'avoir protégé, après avoir appelé la sage-femme et Hugo. Ils arrivent quasiment en même temps, un peu avant 14 heures. Les contractions sont espacées de 2 minutes et durent plus de 40 secondes. Vous êtes dilatée à 3 centimètres. Nous avons encore le temps, Lucie, annonce la sage-femme. Hugo, toujours plus anxieux que moi, sort de la chambre avec la mailloticienne. La sage-femme a promis de revenir au plus tard à 18 heures. Tout va bien, me déclare-t-il, en revenant apparemment plus calme. En disant cela, il semble se rassurer lui-même.
Il reste auprès de moi, s'inquiétant de mes besoins. Ai-je faim ou soif? Mais je n'ai besoin que de lui. À 17h30, la praticienne est de retour, et cette fois, elle ne repart pas. Hugo ne quitte pas son poste, ne me lâchant pas la main. Vers 19h, les contractions, qui étaient comme des douleurs de règles intenses, mais gérables, se transforment en ce que j'assimile à un supplice. Je ne sais plus trop comment commencent les contractions et quand elles finissent, tant elles s'enchaînent. Hugo, dont je broie la main, culpabilise d'être responsable de ces douleurs et intercale les désolés entre les mots d'amour qu'il me susurre à l'oreille. Il n'a pas l'air de réaliser à quel point sa seule présence est un baume pour moi. Même si à un moment, je me suis dit que j'allais mourir, que je n'y arriverais jamais. Un baiser de mon homme sur la tempe me redonne de la force, plus que les propos rassurants de la sage-femme qui allègue que tout va bien se passer. Je sens que le bébé veut sortir, mais je retiens les contractions parce que j'ai peur. Ça me déchire, criai-je. Il est là, répond la sage-femme, calmement. Il arrive. Vous ne serez pas déchirée, Lucie. Tout va bien. Je parviens à me détendre sous les caresses des doigts d'Hugo et à lâcher prise. Je pousse quand la sage-femme me le demande et ses efforts sont payants. Soudain, le bébé est là, sous les yeux émerveillés de son père. Je me dis alors en moi-même avec étonnement, déjà. Je prends mon bébé contre moi et regarde Hugo intensément. C'est le plus beau jour de notre vie avec notre mariage. Notre bébé est là, un beau petit garçon qui déjà cherche mon sein sous les yeux de son père en admiration devant ce tableau. La douleur difficile à supporter pendant une vingtaine de minutes est déjà oubliée. Le placenta sort quelques minutes plus tard, et les contractions continuent à être intenses pendant un long moment. Mais avec le bébé dans les bras, je n'y pense même plus. J'ai réussi, et je suis heureuse d'avoir accouché à la maison, avec Hugo auprès de moi. La sage-femme s'occupe du bébé et nous le ramène tout emmailloté. Nous ne nous lassons pas de contempler notre petit Fabian. Nous avons en effet choisi de donner à notre fils le second prénom du père d'Hugo, qui était aussi celui de son grand-père. Sternchen, il est magnifique. J'espère qu'il te ressemblera. Et moi, je voudrais qu'il te ressemble, réponds-je en souriant. Nous savons que désormais tout ira bien. Ce bébé conçu dans l'enfer de Ravensbrück est le témoignage vivant que l'amour est la clé de la survie. Il l'a été pour moi, comme il l'a été pour les femmes qui ont survécu, et notamment celles qui ont sauvé leur bébé né là-bas. J'ai une pensée pour les 2 bébés français, Guy et Sylvie, que les déportés avaient cachés tour à tour sur leurs jupes pour les sortir du camp le 23 avril 1945. Moi-même, je portais alors le mien dans mon ventre sans le savoir. Ces bébés sont des symboles d'espoir. Ce petit Fabian, conçu à Ravensbrück, le pont des corbeaux, comme me l'avait expliqué Hugo, est aussi la preuve que le corbeau, symbole de mort dans plusieurs mythes et cultures, peut être aussi un symbole de transformation, de renaissance, un signe de force et de courage. Certes, dans le camp, la mort était omniprésente, mais cet enfer a transformé celles qui y ont vécu. Nous étions plus fortes que nous le pensions. Beaucoup avaient la vie chevillée au corps. Nous nous sommes adaptés, entraidés pour la plupart, avons trouvé différents moyens pour maintenir la moindre étincelle de vie. Pour moi, comme pour Hugo, avoir connu Ravensbrück nous a fait prendre conscience de ce que nous sommes capables de faire l'un pour l'autre. Ces mois, passés là-bas, m'ont montré que faire preuve de courage et de résilience était une nécessité si je voulais revoir l'homme que j'aimais. Tous deux, nous avons vaincu des obstacles qui, au départ, paraissaient insurmontables. Nous avons persévéré afin que nos chemins se rejoignent enfin. Et plus rien, désormais, ne nous séparera. Nous nous le sommes jurés. Pour Hugo et moi, notre petit garçon est avant tout le symbole du triomphe de l'amour sur la cruauté du régime nazi. Et cet amour, nous sommes bien décidés à ce qu'il dure toujours. Un amour que nous nous étions déclarés un jour de février 1944, dans le chalet du chemin de la Floria, et qui n'avait fait que grandir. Un amour qui avait été le fil conducteur pour Hugo, qui n'avait dès lors agi que pour me retrouver. Moi qui m'étais aussi accroché à cet amour, que nous nous portions pour tenir. Et peu nous importe l'endroit où nous vivons aujourd'hui et celui où nous vivrons demain, du moment que nous sommes ensemble.